Première destination cette semaine, Venise, où le tourisme de masse asphyxie la ville à certaines périodes. Nous irons ensuite en Slovénie pour découvrir des mines et des grottes qui séduisent les visiteurs. Direction la Jordanie, où une technique ancestrale d'irrigation a fait ses preuves. Enfin, la séquence mémoire nous conduit sur les traces de Jean Cocteau sur la Côte d'Azur. Venise attire chaque année 25 millions de touristes, ce qui a conduit l'UNESCO à tirer la sonnette d'alarme. La municipalité a décidé de réagir face à l'asphyxie de la Cité des Doges. Aujourd'hui, certains proposent d'exiger une réservation pour la nuit pour permettre l'accès à la ville. D'autres veulent instaurer une billetterie pour visiter la place Saint-Marc. C'est l'heure où la place Saint-Marc s'éveille, se prépare. L'heure où ces mariés, venus de Chine, se sentiraient presque seuls au monde, pour quelques clichés inoubliables dans cette ville chargée d'histoire. Venise, c'est un très important centre d'affaires dans l'histoire. C'est Marco Polo qui a fait du commerce avec la Chine, avec Pékin. C'est ça que je retiens de Venise telle qu'on la voit chez nous. Maintenant, c'est une ville magnifique. Oui, c'est très beau. Le calme matinal sera de courte durée. La place Saint-Marc va très vite attirer des touristes venus du monde entier. Le temps est nuageux. Mais quand j'ai vu le bâtiment, là, c'est vraiment étonnant. Oui, j'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui est vieux, en fait. Ça vit, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vit dans cette architecture, en fait. Ce qui me plaît le plus, peut-être la basilique. Voilà, le palais des Doges à visiter. Situé à l'angle de la place Saint-Marc, le palais des Doges, édifié au XIVe siècle, était le siège du pouvoir de la République de Venise. Par le somptueux escalier d'or, le visiteur accède aux différentes salles richement décorées où se réunissaient les assemblées. Au sous-sol, les prisons, reliées au palais par le fameux pont des Soupirs, l'un des passages obligés pour les touristes. Grâce à son commerce florissant, la République de Venise a régné pendant plus d'un millénaire sur une partie de l'Adriatique. À son apogée, son empire s'étendait même jusqu'à Chypre et la place Saint-Marc était le centre névralgique de ce pouvoir. Chaque jour ou presque, Corinne Govy arpente cette place. Guide touristique, elle fait découvrir à ses clients les trésors de Saint-Marc. Tous les bâtiments que vous apercevez ici, c'est surtout pour en mettre plein la vue aux nonces apostoliques, aux rois et aux ambassadeurs qui venaient. C'est vraiment le lieu d'accueil. Donc après, on a un peu tous les symboles. Il fallait montrer qu'on était riche, puissant et cultivé en même temps. Donc vous avez bien sûr d'un côté le campanile qui était un des clochers les plus hauts d'Europe. Après, bien sûr, il y a la basilique Saint-Marc. La basilique Saint-Marc, c'est un peu l'écrin à bijoux de Venise, chapelle privée du Doge, jusqu'à l'arrivée de Napoléon. En 1797, Napoléon occupe Venise, qui deviendra ensuite une province autrichienne. En cette matinée de 2017, ce sont de drôles de conquérants qui se lancent à l'assaut de la lagune et des canaux, accompagnés de leur guide vénitien. Deux touristes britanniques s'offrent une visite de la ville en kayak. There is always, you know, there are always the men that don't want that they don't want that you touch. On voit Venise sous un autre angle. Oui, sur l'eau. C'est superbe, n'est-ce pas? Vous pouvez aller à des endroits inaccessibles autrement. Les trottoirs ne suivent pas tous les canaux. On peut donc ramer dans des endroits où l'on ne peut pas aller à pied. C'est super, c'est bien. Cette activité peut se pratiquer toute l'année, toujours avec un guide, pour appréhender au mieux les différents dangers, les courants, la circulation et la cohabitation, pas toujours facile, avec les nombreuses embarcations à moteur. Vous voyez, s'il y a du respect, ça va. Quand il n'y a pas du respect...
de toute façon, on n'est pas tombé dans l'eau. Vous voyez, c'est pour ça qu'on prend les kayaks, parce qu'ils sont stables. À la mi-journée, la place Saint-Marc est noire de monde et nous ne sommes qu'à la fin du mois d'avril. Chaque année, Venise accueille 25 millions de touristes. Une quasi-invasion qui inquiète aujourd'hui jusqu'à l'UNESCO, qui menace de sanctions si des mesures ne sont pas prises. La ville de Venise planche sur le dossier. Il est question de l'encombrante présence des paquebots de croisière, mais aussi de l'immense concentration de piétons dans les ruelles du centre. Depuis son bureau sur le Grand Canal, l'adjointe au tourisme avance quelques pistes de réflexion pour canaliser les touristes. Notre problème, vous le savez, c'est le flux qui va du Rialto à Saint-Marc, parce que tous les touristes, surtout ceux qui viennent pour la journée, veulent aller du Rialto à Saint-Marc. Nous allons chercher à répartir ce flux aussi bien au niveau géographique que saisonnier. Le tourisme à Venise est au fond un immense paradoxe. Il fait vivre la ville, première source de revenus, 1,5 milliard d'euros annuels, et il l'asphyxie dans le même temps. Un logement sur 4 est loué à des touristes, et les vrais Vénitiens, comme le photographe Andrea Venturini, sont de plus en plus rares. La flambée de l'immobilier chasse environ 1000 habitants par an. Ils étaient 110 000 dans le centre historique en 1970, moins de la moitié aujourd'hui. Mais toujours émerveillés par leur cité. Chaque jour, je regarde par la fenêtre et c'est merveilleux. C'est toujours un rêve ici. Des Vénitiens, il en reste très peu à Venise. Beaucoup sont partis et le peu qui reste ne passe pas dans le centre. Il reste loin des touristes parce que c'est la pagaille. Juste derrière la place Saint-Marc, nous retrouvons Corinne Govy, la guide touristique. Elle est membre du groupement Venezia Arte qui veut promouvoir une autre façon d'envisager le tourisme à l'intérieur des murs et pas seulement en flânant dans le centre. À peine 10% des visiteurs franchissent la porte d'un des nombreux musées vénitiens. Corinne nous fait découvrir l'un des trésors méconnus de la Sérénissime. La Scala Bovolo dei Contarini, un escalier en collimation qui a été ramené par la famille Contarini. On essaye de pousser les gens à aller en dehors des sentiers battus, mais ça va plus loin que ça, parce que finalement ici nous restons encore dans des extérieurs, alors que nous voudrions que nos visiteurs aillent un petit peu plus voir ce qui se passait dans le passé, parce que ce n'est qu'en connaissant le passé qu'on va comprendre le présent. Et donc si on peut les inciter à visiter les 50 sites extraordinaires que nous avons ici, ça serait magnifique. Sur les canaux, l'animation est incessante. Entre gondoles et bateaux à moteur, nos amateurs de kayak prennent enfin une pause. Sur la terre ferme. This is the Great School of San Marco, as you could see by the winged lion. Mais la visite culturelle privée, elle, se poursuit. C'est très intéressant. Toute l'histoire, beaucoup de commentaires sur la construction des bâtiments, la population, c'est fascinant. Les derniers rayons de lumière se reflètent sur la basilique Saint-Marc. La place retrouve son calme, à peine 40% des visiteurs passent la nuit en ville. Au crépuscule, la Sérénissime porte enfin bien son nom. C'est une destination nature par excellence, avec plus de 60% de son territoire couvert par des forêts. La Slovénie est un des pays d'Europe les plus boisés, mais une partie de la beauté du pays n'est pas visible immédiatement aux visiteurs. Dans les tréfonds de la terre se cachent des mines et des grottes à couper le souffle. C'est un pays qui vous fait chavirer au premier regard. Forêts et lacs aux couleurs envoûtantes, montagnes majestueuses. La Slovénie ne manque pas d'atouts pour séduire le voyageur.
Mais une partie de sa beauté reste cachée dans les tréfonds de ces quelques 12 000 grottes. Le chiffre donne le tournis, la splendeur des lieux encore plus. Ce jour-là, des visiteurs venus de pays européens, mais aussi de Hong Kong ou du Brésil. Avant de s'enfoncer plus loin, la guide Anna fait une petite mise au point. Les plus anciennes sculptures de calcaire que vous allez voir aujourd'hui ont environ 350 000 ans. Ne les touchez pas, car les toucher les empêche de continuer leur croissance naturelle. La visite peut enfin commencer. 5 km de galeries ouvertes au public, plus spectaculaires les unes que les autres. Certaines atteignent les 115 mètres de haut. Rien n'a envie à une cathédrale. Des cérémonies religieuses y sont parfois organisées. Dans un décor où les sculptures naturelles se comptent par milliers, tant aussi fines qu'elles semblent faites de dentelle, parfois plus massives qu'elles ressembleraient aux colonnes antiques. Ça titille mon imagination, tout ça. J'ai l'impression de voir plusieurs scènes différentes. Tout à l'heure, j'ai cru voir un homme qui se battait ou encore un dieu chinois. Regardez là-bas. On a l'impression que c'est une personne qui porte un petit bébé. Vous ne trouvez pas? Le chemin est balisé. On en oublierait presque que l'on est dans une grotte quand, soudain, une furtive coupure de courant. Alors ne bougez plus, restez à votre place. C'est à ça que ça ressemble une grotte en temps normal. La grotte de Postojna attire 600 000 visiteurs par an. Mais pour apprécier l'endroit à sa juste valeur, il faut s'éloigner des flots de touristes. Stanislas Glazar est un spéléologue chevronné. Il nous emmène exceptionnellement à la découverte de recoins habituellement fermés au public. On appelle cette partie de la grotte le Tartarus. Dans la pénombre, éclairée par nos seules lampes torches, une autre dimension se dévoile. C'est grand, c'est énorme. Le monde des grottes. Les spéléologues le surnomment le 6e continent. Ici, seules les gouttes d'eau qui s'écrasent semblent rythmer les jours. Chargées en calcaire, ce sont elles qui finissent par créer sur la durée ces structures oniriques. Là, c'est en pleine formation. Vous voyez les gouttes qui tombent, ça fait un splash. Il y a plein de particules qui se mettent un petit peu partout et qui forment ça, quoi. 24 km de galeries et une impression de solitude totale. Et pourtant, les lieux ont bel et bien été visités à maintes reprises. Sur certaines parois, des inscriptions datant de 1825, entre autres. Johann Fercher, Urbas Eilers. Donc c'est tout simplement l'équipe de topographes qui a fait des topographies de la grotte de Postojna. Il aura fallu attendre le 19e siècle pour que la grotte soit ouverte au public. Pourquoi si tard? À cause, nous dira Stanislas, de croyances ancestrales faisant des grottes des lieux habités par des dragons. À l'origine de cette rumeur, cet animal. Un poisson, aux allures d'anguille, aussi appelé bébé dragon. Il ressemble un petit peu à un lézard ou à une salamandre. Puis il est totalement aveugle à force des millions d'années qu'il a vécu dans l'obscurité. Alors il paraît qu'il y a une quinzaine de millions d'années, il est passé de la surface, puisqu'il vivait au départ à la surface. Il s'est réfugié à l'intérieur des grottes pour survivre des changements climatiques. En apparence frêle, ils peuvent vivre plus de 100 ans, passer une dizaine d'années sans se nourrir. Pour faire venir les touristes, les Slovènes capitalisent sur ces petits êtres qui semblent tout droit sortis d'un conte fantastique. L'insolite, c'est aussi le choix fait par les responsables de cette mine dans le nord du pays. Fermée depuis 1994, elle a su se reconvertir de façon assez inattendue. C'est désormais une attraction touristique. Lara Pico travaille ici depuis 3 ans. Elle sera notre guide.
C'est le train que prenaient les mineurs. Ils jouaient aux cartes ou aux échecs pour passer le temps. Ils utilisaient leurs genoux comme table. Il faut s'imaginer 4 hommes dans un espace aussi réduit. Ils étaient vraiment à l'étroit. Prendre ce train fait partie de l'expérience que nous offrons aux visiteurs. Cela permet de se rendre compte des conditions qui étaient celles des mineurs. Mais le clou du spectacle se trouve au plus profond de la mine. Quand ils arrivaient dans la mine, les mineurs se souhaitaient bonne chance. Il faut savoir que nous sommes à 615 mètres en dessous du niveau de la mer actuellement. Après avoir revêtu une combinaison imperméable, de façon presque incongrue, des kayaks attendent les plus aventuriers. Près de 10 km de passages et de galeries, jadis pompée, l'eau a repris ses droits dans cette mine désormais désaffectée. Voguer sur l'eau dans les tréfonds de la terre, une expérience fascinante. 4 heures sous terre, et cette conviction désormais, il en va des pays comme des hommes, il faut daigner s'enfoncer quelque peu dans leurs méandres pour en percevoir la beauté brute et authentique. La Jordanie est le deuxième pays le plus pauvre en eau dans le monde. Il est sans cesse à la recherche de techniques pour pallier ce manque, notamment dans le domaine de l'agriculture. Dans le sud de la Jordanie, dans le Wadi Rum, où il ne pleut quasiment jamais, une technique ancestrale d'irrigation permet de cultiver des fruits et des légumes en plein milieu du désert. Dans l'extrême sud de la Jordanie, non loin de la frontière avec l'Arabie Saoudite. Il est surnommé la vallée de la Lune. Le Wadi Rum est un désert de sable et de roches qui s'étend sur près de 1000 km². Après plusieurs dizaines de kilomètres parcourus à travers ce paysage sans végétation, derrière ces rochers, une étrange découverte. D'immenses champs bien verts et des plantations que l'on s'attendrait plutôt à trouver dans le nord de la France. Des pommes de terre qui poussent dans ces champs fertiles composés d'argile et de sable. Faire pousser des vignes et des abricots sur ces terres désertiques. Une prouesse rendue possible grâce à cette eau qui se déverse à volonté. Abdelhafid Chatnaoui est ingénieur agronome dans le domaine depuis 25 ans. Il connaît les besoins de ces terres en eau au litre près. Cet arroseur répand 225 mètres cubes d'eau par heure. Les pommes de terre et les oignons ont besoin de toute cette eau pour pousser au milieu du désert. Un arrosage intensif pour ces terres extrêmement gourmandes en eau. Il faut beaucoup d'eau parce que la terre va s'assécher très vite avec le soleil, au bout de quelques heures après l'arrosage. Le secret de ces parcelles gorgées d'eau et de ces ressources qui semblent illimitées se trouve ici. Ouvre les vannes, 5 minutes. Dans ces grosses canalisations qui alimentent les 500 hectares de l'exploitation. Haroun Fernando est ingénieur. Chaque jour, dans cette cabane décrépite, il vérifie le bon fonctionnement. Regardez. De ce moteur. Ne vous fiez pas à son apparence. 450 chevaux sous le capot, l'équivalent de la puissance d'un semi-remorque. Vous allez voir l'eau. Une pompe ultra puissante pour aller prélever l'eau à plus de 700 mètres de profondeur dans la nappe phréatique. C'est le trésor du Wadi Rum. Ce puits permet d'alimenter en eau toute l'exploitation. Combien de litres par minute ? 300 litres par minute. Sous nos pieds, une réserve gigantesque d'eau de 700 km de long. Une eau millénaire sous ce désert où il ne pleut pas. Un précieux liquide qui pourrait bien disparaître. Dans le Wadi Rum, sans cette ressource fragile, c'est tout l'équilibre des plantations qui s'effondre.
C'est la plus grande exploitation du pays, celle qui nourrit la Jordanie, à grand renfort d'engrais chimiques. 4500 tonnes de fruits et légumes y sont produits chaque année sous la direction de cet homme, un ingénieur agronome. Avant que notre exploitation n'ouvre, il n'y avait pas du tout de culture de fruits dans la région. Ici, grâce au climat et à l'eau, on peut produire de tout toute l'année et fournir le marché jordanien avant les autres producteurs du pays. Tout arrive à maturité avec un temps d'avance. Et c'est bon d'un point de vue économique. Sans cette production, la Jordanie dépendrait des importations selon l'exploitant. Et pour lui, cela justifie qu'on utilise les ressources de la nappe phréatique. Nous consommons très peu d'eau comparé à nos voisins saoudiens, car nous choisissons des variétés peu gourmandes en eau. Nous utilisons des techniques d'irrigation très sophistiquées qui nous permettent d'économiser l'eau. Notre équipement mesure les réserves en eau disponibles et les adapte aux besoins des arbres fruitiers. Il mesure aussi l'humidité du sol et arrose en fonction pour ne pas gâcher les ressources. Cette ressource est au cœur de tensions au Moyen-Orient, l'un des endroits du monde les plus pauvres en eau. Elle pourrait être à l'origine de conflits si les pays de la région ne trouvent pas de solution pour la partager et rationaliser son usage. Dans le Wadi Rum, la réserve naturelle souterraine mettra des milliers d'années avant de se reconstituer. La Méditerranée a toujours été une source d'inspiration infinie pour Cocteau. Il a voyagé à la fois en Italie, en Espagne, en Grèce, mais aussi et surtout dans le sud de la France. Là-bas, il a été fasciné à la fois par la lumière, par les couleurs et par de multiples rencontres. C'est la séquence mémoire. La villa Santos Aspire appartient à Madame Alec Vesveler. Elle domine le cap Santos Aspire, la dernière pointe sur la carte, avant celle du cap Ferrat. Amoureux de la Côte d'Azur, Jean Cocteau a passé à la Villa Santos Aspire une grande partie des 12 dernières années de sa vie. Il rencontre la maîtresse des lieux, Francine Weisweller, au cours du tournage des Enfants terribles. Une très belle amitié, proche du coup de foudre amoureux, les liera jusqu'à la mort du poète en 1963. C'est aujourd'hui Carole, la fille de Francine, qui occupe la villa. Cocteau était pour elle comme un deuxième père. Voilà, bienvenue à la Villa Santos Aspire. Épuisé par ses tournages, Cocteau accepte l'invitation de Francine et vient se reposer sur les hauteurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Dès son arrivée, le poète est marqué par la blancheur des murs. Jean Cocteau, voyant ces murs blancs, a dit à ma mère « Écoutez, est-ce que ça vous ennuierait si je faisais juste un dessin au-dessus de la cheminée ?» Comme je séjournais à Santos Aspire l'été de 1950, j'ai eu l'imprudence de décorer un mur. Matisse me dit, quand on décore un mur, on décore les autres. Il avait raison. Les étés de bonheur se succèdent à Santos Aspire. Dans cette maison où fusent les éclats de rire, Cocteau peint les murs de la villa du sol au plafond. Cocteau a peint cette fresque. Alors, c'était déjà quand même assez étonnant parce que il était déjà un homme d'un certain âge. Et ma mère et Édouard Hermite tenaient l'escabeau et il était la tête complètement en arrière et il peignait cette fresque. Ce qui était quand même, ils n'avaient qu'une peur, c'est qu'il se casse la figure parce que vous voyez quand même l'escalier est assez étroit. Une jeune femme habite Santos Aspire, il ne fallait pas habiller les murs. Il fallait dessiner sur leur peau. Santos Aspire est une villa tatouée. La Méditerranée, obsédante et généreuse, a toujours été une source d'inspiration infinie pour Cocteau.
Il est surtout fasciné par la Grèce, berceau de la connaissance où il ne fera pourtant que 3 courts séjours. Son œuvre, à l'image des murs de Santosospire, sera envahie par les mythes tragiques d'Orphée, d'Œdipe ou d'Antigone. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.